Chaque jour, des millions de personnes ouvrent un Coca-Cola bien frais, sans imaginer l'immense opération qui précède cette première gorgée. Et vous êtes-vous déjà demandé comment, lors des grandes compétitions internationales, cela devient une véritable course industrielle? Les usines produisent sans relâche. Les camions partent chargés, les magasins renforcent leur stock et les bars se préparent pour chaque grande soirée de match. Et le cœur de cet épisode n'est pas la formule secrète du Coca-Cola. Le mystère est ailleurs. Que se passe-t-il entre l'eau, le sirop, le gaz, la bouteille et l'inspection électronique? Et comment toute cette logistique s'organise-t-elle jusqu'au rayon avant que des millions de spectateurs n'ouvrent un Coca-Cola pendant que le match se joue? Restez avec moi, aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce parcours. Bienvenue sur Usines et Secrets. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une ligne de production où l'eau traitée, d'immenses cuves, le gaz sous pression, les machines de remplissage, les capteurs et les robots travaillent comme une chorégraphie parfaite pour offrir la même expérience dans chaque bouteille. Avant d'arriver entre vos mains, le Coca-Cola traverse des étapes rigoureuses. L'eau est filtrée et standardisée, le sirop est préparé dans de grandes cuves, le dioxyde de carbone est incorporé au point exact et chaque emballage doit recevoir le volume précis avant de filer à une vitesse impressionnante sur les convoyeurs. Et tout cela doit être vérifié en quelques secondes. Des caméras traquent les défauts sur les étiquettes, des capteurs mesurent le niveau et la pression, des systèmes écartent les unités hors normes et les équipes surveillent chaque lot. Un infime écart peut entraîner du gaspillage, du retard et des pertes dans une opération qui repose sur la précision. Et si, dans le dernier épisode consacré au lait concentré sucré, vous avez vu comment la pression, la chaleur et le bon point de cuisson transforment le lait en un produit crémeux et standardisé, ici, la logique industrielle est comparable. Sauf que le défi consiste cette fois à contrôler l'eau, le sirop, le gaz et l'emballage à grande vitesse, sans laisser passer la moindre variation. Alors abonnez-vous dès maintenant à Usines et Secrets, car aujourd'hui la question est simple. Quelle étape trouvez-vous la plus impressionnante? Le mélange de la boisson, le remplissage à grande vitesse ou l'inspection capable de détecter des défauts invisibles? À partir de maintenant, nous allons suivre le parcours du Coca-Cola. Et tout commence par l'ingrédient le plus simple et le plus important de tous. L'eau. Cela peut sembler étonnant, mais la première grande vedette du Coca-Cola, ce n'est ni le sucre, ni le gaz, ni le célèbre concentré. C'est l'eau. Avant la moindre bulle, avant que la bouteille n'arrive sur le convoyeur et avant que la boisson ne prenne sa couleur caractéristique, tout commence par un liquide simple qui doit être traité avec une extrême précision. Dans une usine de boissons gazeuses, l'eau ne peut pas simplement arriver et être utilisée telle qu'elle. Elle traverse des filtres, des analyses et des systèmes de purification qui éliminent les particules, les odeurs et les variations capables de modifier le goût final. L'objectif est de transformer une matière première ordinaire en une base stable, sûre et standardisée. Et voici un détail impressionnant. Pour le consommateur, un Coca-Cola doit sembler familier partout. Qu'il soit acheté dans une petite supérette, dans un snack très fréquenté ou près d'un stade lors d'un grand événement sportif, l'expérience doit rester presque la même. C'est pourquoi l'usine traite l'eau comme si elle accordait un instrument de musique. Si une seule note sonne différemment, toute la composition change. Minéraux, acidité, pureté et caractéristiques sensorielles sont surveillés pour que la boisson atteigne le standard attendu avant même de recevoir le sirop. Après cette préparation, l'eau est dirigée vers d'énormes cuves en acier inoxydable. De l'extérieur, ces cuves peuvent sembler simples, mais elles fonctionnent comme le cœur silencieux de la production. À l'intérieur, des capteurs suivent des paramètres essentiels, tandis que des systèmes automatisés contrôlent les flux d'entrée et de sortie. C'est à ce moment que beaucoup imaginent que l'usine commence à manipuler directement la formule secrète. Mais le processus industriel n'a pas besoin de révéler ce secret pour être fascinant. Le véritable spectacle se trouve dans l'échelle, la précision et la répétition parfaite de chaque étape. Le concentré utilisé dans la production arrive dans les unités au sein d'un système contrôlé. À partir de lui, l'usine prépare le sirop, qui sera ensuite combiné à l'eau traitée. Ce mélange doit respecter des proportions rigoureuses, car un écart minime peut affecter des milliers de litres de boisson.
Imaginez une cuisine ordinaire, mais multipliée à une échelle gigantesque. À la place d'un pichet, d'immenses cuves. À la place d'une cuillère, des agitateurs industriels. À la place d'une personne qui vérifie le goût, des équipements, des techniciens et des capteurs travaillent en même temps pour maintenir chaque paramètre dans la norme. Le sirop est préparé avec soin, car il concentre une grande partie de l'identité de la boisson. C'est là que la base de la couleur, de l'arôme et du goût commence à se former. Et lorsqu'il s'agit d'une marque reconnue dans le monde entier, toute variation doit être évitée avant que le lot ne poursuive son parcours. Pendant qu'une cuve est en préparation, une autre peut déjà être prête à alimenter l'étape suivante. Dans le même temps, de nouveaux lots d'eau traitée continuent d'arriver. L'usine fonctionne comme un mécanisme continu où chaque secteur dépend du précédent pour ne pas interrompre la production. Et lors de grands événements, comme les compétitions internationales qui rassemblent des millions de spectateurs, cette synchronisation devient encore plus importante. La demande augmente, les magasins anticipent, les bars renforcent leur stock et les centres de distribution doivent recevoir assez de produits pour suivre le rythme. Une erreur courante consiste à penser que la partie la plus complexe du Coca-Cola se trouve uniquement dans le secret de la recette. Mais à l'intérieur de l'usine, le défi quotidien est ailleurs. Reproduire des millions de fois un produit au même standard, sans laisser la vitesse, le volume et la pression de la demande compromettre la qualité. Une fois que l'eau traitée et le sirop sont prêts, ils passent à une étape de combinaison contrôlée. Le mélange doit devenir homogène, comme si chaque goutte portait exactement la même proportion de goût. Rien ne doit être trop concentré à un endroit, ni trop faible à un autre. C'est pour cela que les cuves possèdent des systèmes d'agitation et de mesure. Ils aident à conserver un mélange uniforme avant que la boisson ne poursuive son trajet. Cela paraît simple, mais pensez à l'ampleur du défi. Réussir cela non pas dans un verre, mais dans des volumes capables de remplir des milliers d'emballages. À cet instant, le Coca-Cola n'a pas encore cette sensation pétillante que tout le monde reconnaît. Il possède déjà sa base liquide, sa couleur et son profil gustatif. Mais il lui manque l'élément qui transforme complètement l'expérience, le dioxyde de carbone. Et il est fascinant de voir à quel point le gaz change tout. Sans lui, la boisson perdrait une partie de sa sensation rafraîchissante, du bruit à l'ouverture de la bouteille et même de cette mousse rapide qui apparaît dans le verre. Les bulles sont petites, mais elles jouent un rôle immense dans l'identité du produit. Avant de recevoir le gaz, la boisson doit être dans les bonnes conditions. Température, pression et composition doivent fonctionner ensemble. Il ne suffit pas d'injecter du gaz dans le liquide. La carbonatation est une étape technique, contrôlée et essentielle pour garantir le résultat attendu. Et si vous aimez découvrir les coulisses de cette opération, pensez à laisser un like. Cela aide Usines et Secrets à continuer de vous montrer des processus industriels qui semblent simples de l'extérieur, mais qui cachent à l'intérieur des machines, des chiffres et des décisions impressionnantes. Le plus intéressant, c'est que tout ce que nous avons vu jusqu'ici s'est produit avant même que la bouteille ne devienne la protagoniste. L'eau a été traitée, le sirop a été préparé, le mélange a été contrôlé et chaque lot a été conduit vers la phase suivante. C'est seulement alors que la production commence vraiment à accélérer. À partir de maintenant, nous entrons dans l'une des parties les plus hypnotiques de l'usine. L'étape où le gaz est incorporé, où les emballages arrivent les uns après les autres et où les lignes de remplissage travaillent à une vitesse si élevée que l'œil humain peine presque à suivre. Maintenant que l'eau traitée et le sirop ont été préparés, le Coca-Cola n'est pas encore complet. Il manque l'élément qui change toute l'expérience, le dioxyde de carbone. C'est lui qui crée les bulles, le son à l'ouverture de la bouteille, la mousse rapide dans le verre et cette sensation de fraîcheur que beaucoup associent immédiatement à la boisson. Mais carbonateur une boisson à l'échelle industrielle, ce n'est pas simplement injecter du gaz dans un liquide. Pour que les bulles atteignent le bon équilibre, l'usine doit contrôler la température, la pression et le débit avec une précision extrême. Si l'un de ces facteurs sort de la norme, le résultat peut changer complètement. Avant cette étape, le mélange peut être refroidi afin de faciliter l'absorption du gaz. Cela s'explique par le fait que les liquides plus froids retiennent mieux la carbonatation. La boisson passe alors dans des équipements fermés, où le dioxyde de carbone est incorporé de manière contrôlée et uniforme.
Et c'est ici que commence l'une des parties les plus impressionnantes de l'usine. La boisson cesse d'être une simple préparation en cuve et entre dans une ligne continue où chaque seconde compte. À partir de ce moment, arrêter la production sans raison peut provoquer des retards, du gaspillage et une perte d'efficacité. Pendant que le Coca-Cola carbonaté circule dans les tuyauteries, les emballages apparaissent à un rythme accéléré. Bouteilles en PET, bouteilles en verre et canettes peuvent passer par des systèmes différents, mais toutes doivent suivre le même principe: nettoyage, positionnement, remplissage, fermeture et inspection. Dans le cas des bouteilles, elles arrivent les unes après les autres sur les convoyeurs comme une file interminable. Certaines passent par un rinçage intérieur, d'autres par des systèmes de soufflage ou de préparation selon le type d'emballage. L'objectif est de garantir qu'elles soient prêtes avant de recevoir la boisson. Puis vient le remplissage. C'est l'une de ces scènes qui semble hypnotique. Les becs de remplissage descendent ou s'alignent avec les emballages, la boisson entre à grande vitesse et chaque unité reçoit une quantité exacte. Tout se déroule si vite que l'œil humain peine à suivre. Le plus curieux, c'est que la machine ne peut pas simplement verser le liquide n'importe comment. Comme la boisson est déjà carbonatée, le remplissage doit respecter la pression afin d'éviter un excès de mousse. Si trop de mousse se forme, le volume peut être incorrect et l'emballage peut être rejeté. C'est pourquoi les remplisseuses industrielles travaillent avec une synchronisation précise. L'emballage entre, il est positionné, reçoit la boisson, passe à la fermeture et quitte la station en quelques instants. C'est comme une chorégraphie mécanique, répétée des milliers de fois sans perdre le rythme. Pour les canettes, le processus exige lui aussi vitesse et soin. Elles doivent être remplies, fermées et serties avec précision pour garder le gaz emprisonné jusqu'au moment de la consommation. Une fermeture mal réalisée peut compromettre le produit, réduire la pression interne ou provoquer des fuites pendant le transport. Pour les bouteilles en PET, le bouchon joue un rôle décisif. Il doit être appliqué avec le bon couple de serrage, ni trop lâche ni trop serré, de manière inadaptée. Cela peut sembler être un détail, mais c'est cette fermeture qui aide à préserver la carbonatation jusqu'à ce que la boisson arrive dans le réfrigérateur du consommateur. Et lors des grands événements sportifs, cette vitesse prend une autre dimension. Avant une rencontre très attendue, supermarchés, bars et restaurants doivent être approvisionnés. Chaque ligne de remplissage devient alors une partie d'une opération bien plus vaste qui commence à l'usine et se termine au moment du match. Imaginez des milliers de bouteilles avançant sur le convoyeur pendant que, de l'autre côté de la ville, des spectateurs achètent déjà de quoi accompagner leur soirée devant l'écran. La production ne voit pas seulement un emballage à la fois. Elle voit des lots, des équipes, des commandes, des camions et des délais serrés. C'est à cette étape que beaucoup de gens sont surpris. Fabriquer un Coca-Cola, ce n'est pas seulement une affaire d'ingrédients, c'est une affaire de mouvement. L'usine doit transformer un liquide en produit emballé à une vitesse impressionnante sans perdre le contrôle, la sécurité ni la constance de chaque unité. Et voici une question pour vous. Quel emballage accompagne le mieux une grande soirée de match? La canette bien fraîche, la bouteille en verre classique ou la bouteille de 2 litres à partager entre amis? Écrivez-le en commentaire et dites-nous aussi depuis quelle ville vous regardez Usine et Secret. Après le remplissage, le produit n'est pas encore autorisé à partir vers les points de vente. Beaucoup de choses peuvent mal tourner à ce stade. Un bouchon hors norme, une canette cabossée, un niveau incorrect, une étiquette de travers ou même un petit défaut invisible au premier regard. C'est pourquoi l'étape suivante est l'une des plus rigoureuses de toute l'usine. Les emballages fraîchement remplis passent dans des systèmes d'inspection qui travaillent à grande vitesse, avec des caméras, des capteurs et des éjecteurs automatiques pour repérer toute unité qui ne serait pas parfaite. Et c'est un point essentiel. Plus la ligne est rapide, plus l'inspection doit être intelligente. Produire des milliers d'unités ne sert à rien si une partie d'entre elles arrive en magasin avec un défaut. La vitesse n'a de sens que lorsqu'elle s'accompagne d'un contrôle. À partir de maintenant, nous entrons dans la zone où l'usine semble posséder des yeux électroniques. Chaque bouteille, canette ou emballage passe par une sorte d'épreuve silencieuse, où les machines vérifient les détails en quelques fractions de secondes avant que le produit ne poursuive son chemin vers l'emballage final et la distribution.
Une fois le Coca-Cola rempli, beaucoup imaginent qu'il peut déjà partir vers les magasins. Mais dans l'usine commence une étape décisive, l'inspection. Produire vite ne suffit pas. Chaque bouteille, canette ou emballage doit prouver en quelques secondes qu'il est au bon niveau, bien fermé et prêt à voyager sans défaillance jusqu'au consommateur final. L'œil humain ne pourrait pas suivre une telle cadence. C'est pourquoi les caméras et les capteurs prennent le relais. Pendant que les unités avancent sur le convoyeur, les systèmes vérifient le niveau du liquide, la présence de l'étiquette, la position du bouchon, l'intégrité de l'emballage et chaque détail hors norme. Le verdict tombe en fractions de secondes, sans interrompre le flux principal de cette production moderne. Lorsqu'une bouteille présente un problème, elle est retirée automatiquement. Cela peut se faire par un jet d'air, un poussoir latéral ou un autre mécanisme de rejet. La ligne continue d'avancer, mais cette unité quitte le circuit. Ce détail évite que des produits avec une fuite, une pression incorrecte ou une étiquette mal posée arrivent en rayon lors des périodes de forte demande, notamment les soirs de match. L'inspection protège aussi la carbonatation. Si un bouchon est appliqué avec un couple de serrage incorrect, le gaz peut s'échapper peu à peu. Pour le consommateur, cela donne une boisson sans pétillant. Pour l'usine, c'est un signal d'alerte. Un réglage doit être vérifié avant que le défaut ne se répète sur des milliers d'emballages dans la même ligne de production accélérée. Le contrôle qualité ne commence pas seulement après le remplissage. Il accompagne l'eau, le sirop, le mélange, la carbonatation et chaque lot emballé. Des échantillons peuvent être analysés, des indicateurs sont surveillés et les opérateurs suivent des écrans avec des données en temps réel. C'est une vigilance constante autour d'un produit apparemment simple, mais fabriqué à une échelle difficile à imaginer. Après validation, les emballages passent à l'étape du regroupement. Les bouteilles deviennent des packs, les canettes forment des lots et les cartons reçoivent une identification de lot. Ce codage est important car il indique quand le produit a été fabriqué, sur quelle ligne il est passé et vers quelle destination il doit partir. Sans traçabilité, la logistique avance à l'aveugle et toute correction perd en rapidité au moment même où la précision devient essentielle. L'automatisation prend ici une place majeure. Bras mécaniques, convoyeurs et palettiseurs organisent d'énormes volumes sans casser le rythme. Une palette mal montée peut basculer dans le camion. Un pack mal scellé peut se déchirer. C'est pourquoi même l'empilage doit suivre des standards précis. Car le trajet reste long jusqu'au supermarché, au bar, au restaurant et au réfrigérateur, rempli pour une grande soirée de match. Lors des grandes compétitions internationales, cette étape subit une pression supplémentaire. L'usine ne travaille pas seulement pour remplir les rayons habituels. Elle contribue à approvisionner les repas entre amis, les soirées, les bars bondés et les magasins qui anticipent les pics d'achat avant les rencontres. Chaque lot validé doit partir sans retard. Il est fascinant de penser qu'à ce stade, le Coca-Cola cesse d'être seulement une boisson pour devenir une charge industrielle. Ce qui était liquide dans des cuves se trouve maintenant dans des emballages identifiés, regroupés et empilés. L'usine transforme le goût en stock, le stock en commande et la commande en camion, prêt à entrer dans le prochain rouage de cette gigantesque opération de distribution. Et c'est là que le processus change de décor. Les machines ont déjà fait leur part. Elles ont traité, mélangé, carbonaté, rempli et inspecté. Maintenant commence la course hors de l'usine. Vous allez maintenant découvrir comment le Coca-Cola arrive dans les magasins avant les grands soirs de match et retrouve des millions de spectateurs avec une bouteille bien fraîche, prête pour la première gorgée. Après l'inspection, le Coca-Cola cesse d'être seulement une boisson sur la ligne de production et devient une marchandise prête à partir. Les packs, les cartons et les palettes sont dirigés vers les zones d'expédition où chaque lot est séparé selon sa destination, sa commande et l'urgence de livraison. C'est ici que l'usine se connecte à une autre machine gigantesque, la logistique. Les camions doivent partir à l'heure, les itinéraires sont planifiés, les centres de distribution reçoivent des volumes énormes et les magasins se préparent à réapprovisionner leurs rayons avant que la demande n'augmente les soirs de match. Lors des grandes compétitions internationales, ce mouvement devient encore plus intense. Supermarchés, bars, restaurants et petits commerces
savent que la demande peut grimper à l'approche des rencontres. La boisson doit donc arriver avant les spectateurs, avant les repas entre amis, avant les soirées et avant le coup d'envoi. Pensez-y, le Coca-Cola qu'une personne ouvre pour célébrer un but est peut-être passé par des cuves en acier, des carbonateurs, des remplisseuses, des caméras d'inspection, des palettiseurs, des camions et des centres de distribution avant d'entrer enfin dans un réfrigérateur. Une simple gorgée cache une chaîne immense. Et c'est là que tout devient fascinant. Le consommateur ne voit que la bouteille bien fraîche dans sa main. Mais derrière elle existe une opération qui réunit chimie, ingénierie, automatisation, contrôle qualité et transport à une échelle gigantesque. Rien n'arrive par hasard lorsque des millions de personnes attendent le même produit. Ce qui est curieux, c'est que lors des grands événements sportifs, le Coca-Cola n'est pas seulement un produit de consommation. Il devient une partie du rituel. Il est en magasin avant le match, dans le verre pendant la rencontre et souvent au cœur de la célébration après un but. L'usine travaille pour que ce moment paraisse simple. Alors, au bout de ce parcours, la question n'est plus seulement de savoir comment le Coca-Cola est fabriqué. La vraie question est, comment une opération aussi complexe parvient-elle à rester invisible pour celui qui veut simplement ouvrir un Coca-Cola bien frais et regarder le match ? Aujourd'hui, nous avons vu que tout commence avec l'eau, passe par le sirop, prend vie avec le gaz, entre dans des emballages à grande vitesse, traverse des inspections électroniques et ne part qu'ensuite vers les magasins. Chaque étape existe pour que l'expérience finale semble toujours familière. Et si vous avez aimé découvrir les coulisses du Coca-Cola, abonnez-vous dès maintenant à Usines et Secrets. Car ici, nous révélons les usines, les machines et les processus qui font tourner le monde. Et dites-nous en commentaire, quelle partie vous a le plus surpris dans ce parcours du Coca-Cola jusqu'aux grandes soirées de match? Et si vous pensez avoir déjà tout vu, alors vous n'imaginez pas l'usine que nous avons montrée dans notre dernier épisode. Elle apparaît déjà sur votre écran? Cliquez et venez avec moi découvrir un autre secret caché ici, sur Usines et Secrets. Un grand merci à vous, je vous attends là-bas